j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, bien évidemment, ça me fait super plaisir. Avant de commencer cette update BD et manga, rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je voudrais faire une rapide parenthèse et vous dire du plus profond de mon cœur un énorme merci, puisque on a dépassé la barre des 500 abonnés sur la chaîne. C'est vrai que pour certaines personnes et en comparaison d'autres chaînes, ça peut n'être pas grand chose, mais comme je le dis toujours, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte, c'est les échanges, c'est le partage. Et voilà, ça me fait quand même quelque chose de savoir qu'il y a 500 personnes, que de plus en plus de personnes s'abonnent. Ça veut dire que ce que je fais vous plaît, et sachant que j'adore ce que je fais, que j'adore vous tourner des vidéos, j'adore lire vos commentaires, j'adore partager tout ça avec vous, et bien ça ne peut que me faire chaud au cœur. Donc encore une fois, je vous dis un énorme merci, et on va tout de suite refermer cette parenthèse et rentrer dans l'update BD manga, parce que ouais, j'ai quand même tout ça à vous présenter, donc c'est un big update BD manga. Et je voudrais faire une deuxième petite parenthèse et dire que toutes les BD et les mangas que je vous présente aujourd'hui sont tous ceux que j'avais empruntés à la médiathèque, donc je les ai tous lus, et rien que ça je trouve ça quand même exceptionnel. D'habitude je ne les lis pas tous. Donc voilà, on va tout de suite arrêter de blablater parce que sinon cette vidéo risque d'être extrêmement longue. Je pense que vous allez le comprendre, je ne peux pas résumer pendant 50 ans chaque livre et donner mon avis pendant 50 ans non plus, donc je pense que ça va être assez rapide. En tous les cas, n'hésitez pas à aller vous prendre un petit thé glacé, un café, un chocolat chaud, chocolat froid, quoi que vous voulez pour passer le temps, parce que c'est quand même possible que ça dure un petit moment. On va commencer sans plus tarder avec les bandes dessinées, et la première bande dessinée dont je voudrais vous parler, il s'agit de celle-ci, Du vent dans mes mollets. C'est de Raphaël Moussafir et c'est illustré par Mamzelle Rouge. Ce que je ne savais pas en empruntant cette bande dessinée, c'est qu'il s'agit de l'adaptation en bande dessinée d'un roman de Raphaël Moussafir. Donc la bande dessinée est parue aux éditions Intervista et je vous mets ici une photo du roman. Cette bande dessinée m'a tout de suite attirée par sa couverture, je vous le disais dans la vidéo In My Library Bag, ça me faisait beaucoup penser au dessin animé de mon enfance qui est le dessin animé Angela Anaconda, et j'ai beaucoup aimé la mise en page. Il y a vraiment un travail qui a été fait sur la qualité de la mise en page, sur les différents types qui se mêlent d'illustrations. Là on a par exemple un billet SNCF, je trouve ça super bien fait, et chaque chapitre, si je puis dire, est représenté avec une page comme ça. Je trouve ça super beau et super original en même temps. Pour vous résumer rapidement l'histoire, on suit le personnage de Rachel, qui est une petite fille qui est un petit peu stressée par l'école, et elle a raison, elle a seulement une meilleure amie et sa maîtresse ne la porte pas vraiment dans son cœur. Elle est même odieuse puisqu'elle fait comme si Rachel n'existait pas. Rachel est tellement stressée par l'école que le soir elle dort habillée et avec son cartable, bah oui, parce que comme ça elle sera prête plus rapidement pour partir le lendemain. Sa mère, ça l'inquiète un petit peu parce que c'est quand même pas normal de dormir habillée et avec son cartable. Elle décide donc de l'envoyer chez une psychologue, et chaque chapitre en fait c'est les séances de psy de Rachel, et elle nous parle de sa vision de la vie, de voilà, tout un tas de choses. Il y a des points, notamment la vision sur la mort, qui m'ont beaucoup touchée. Je trouve que l'auteur fait vraiment passer un beau message, mais dans l'ensemble c'est une bande dessinée qui m'a dérangée et qui m'a même mise mal à l'aise. Je vais y arriver par moments, je dois l'avouer. Pour beaucoup de raisons. Déjà j'ai trouvé que Rachel était assez vulgaire pour une petite fille de 9 ans. Il y a des choses qui m'ont choquée, notamment la manière dont elle joue avec ses poupées Barbie. J'en dirai pas plus, mais ça montre aussi d'un autre côté qu'il faut faire attention et ne jamais oublier que les enfants entendent tout, voient tout. Donc on fait attention à ce qu'on montre, on fait attention à ce qu'on dit quand on est en présence d'enfants. Ça, d'accord, je comprends peut-être le message, mais la manière dont c'est amené, c'était assez dérangeant. Et la manière dont se comporte l'institutrice avec Rachel, je trouve ça assez dérangeant en soi. Ignorer un enfant, tout ça parce qu'on ne l'aime pas, soi-disant. Déjà, en tant qu'institutrice, ne pas aimer un enfant en comparaison des autres, je trouve ça absolument horrible et injuste en plus. Mais c'est la fin. Concernant cette histoire avec la maîtresse, la manière dont ça se résout à la fin m'a énormément dérangée. Je trouve ça d'autant plus injuste et horrible qu'il faille en arriver là. Et voilà, beaucoup de petits éléments, j'ai pas trop compris où l'auteur voulait en venir. Peut-être que si jamais je lisais le roman, j'en saurais un petit peu plus. C'est vrai qu'avec un personnage enfant qui parle avec un langage très enfantin, je pourrais m'attendre à quelque chose qui ressemble à Autobiographie d'une courgette ou à Quand j'avais 5 ans je m'ai tué, qui sont deux livres que j'aime vraiment énormément. Mais là j'ai surtout été choquée par certains passages. Malgré tout, voilà, je garde un très bon souvenir de la mise en page, je garde
Voilà, plein de bons points que j'ai appréciés, comme je le disais, notamment la vision sur la mort qui m'a beaucoup touchée et la vision sur tout un tas d'autres sujets, notamment la société aussi également, comment elle peut fonctionner, comment à travers les enfants on peut obliger les parents à acheter des choses. Tout ça, c'est des choses qui sont vraies et qui ont été assez bien amenées, mais en comparaison de toutes les choses qui m'ont dérangée et qui vraiment m'ont mise mal à l'aise, je ressors vraiment mitigée. On poursuit avec une bande dessinée cette fois-ci que j'ai adoré. Il s'agit de Tu mourras moins bête, c'est de Marion Montaigne. La science, c'est pas du cinéma, c'est le tome 1 paru aux éditions Ankama. Marion Montaigne apparemment tient un blog sur lequel elle postait déjà des petites illustrations que l'on retrouve dans ce livre. Pour essayer de vous résumer le principe, tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. C'est une bande dessinée un petit peu de vulgarisation scientifique. L'auteur va nous parler du cinéma et de tout ce qu'on voit au cinéma qui ne serait pas vraiment plausible dans la vraie vie. Par exemple, pour prendre un exemple au hasard, à chaque fois on a une question comme ça que quelqu'un pose au professeur Moustache, donc, qui est donc l'auteur, et elle essaye d'y répondre du mieux possible en étant le plus clair, toujours avec beaucoup d'humour, c'est très décalé. Elle va insérer vraiment de l'humour avec des personnages que l'on connaît de la culture populaire en fait, du coup ça ramène un petit plus, ça fait sourire et en même temps c'est très instructif, on apprend vraiment beaucoup de choses. Par exemple, je vais vous lire la question qui est sur cette page-ci. Cher lecteur, dans un article, j'ai prétendu posséder une arme de gros calibre, en fait j'ai menti, c'était rien que pour la prime, je pars donc prendre des cours de tir avec un policier, un vrai. Et ensuite on nous parle voilà, des armes de gros calibre, qu'est-ce qui ne serait pas possible dans les films en réalité. Et c'est vraiment super bien fait, c'est intéressant, c'est drôle comme je le disais, c'est ludique, c'est pédagogique aussi. Et j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur des sujets qui ne me passionnaient pas plus que ça en fait. Donc j'ai passé un très très bon moment, même si c'est vrai qu'il est assez épais, je conseillerais pas de le lire d'une traite parce qu'à la fin on se lasse peut-être un petit peu, mais à picorer de temps en temps c'est vraiment pas mal et j'ai hâte de lire les tomes qui suivent. On continue dans les bandes dessinées avec une bande dessinée très originale, il s'agit d'un océan d'amour, c'est de Lupano et Panaccione, c'est paru aux éditions Delcourt Mirage. Bande dessinée originale puisque comme vous pouvez le voir, elle ressemble à un emballage de boîte de sardines. Et la quatrième de couverture aussi, je vais vous lire simplement le début, on nous dit « Ce livre ne contient que des idées pêchées au grand large par Wilfried Lupano selon des techniques artisanales respectueuses de l'environnement culturel et mises en boîte à la sardinerie graphique Panaccione, Milan, Italie, Union Européenne. » Voilà, c'est vraiment comme une boîte de sardines. Donc bien évidemment, ça m'avait tout de suite attiré, je trouvais le concept méga original. En plus de ça, c'est une bande dessinée qui n'a aucune bulle, c'est simplement des images. Et c'est le genre de BD que j'aime bien de temps en temps parce que c'est vrai que ça fait travailler un petit peu l'imagination, c'est pas plus mal. On commence la bande dessinée en Bretagne, on va suivre un petit monsieur assez âgé qui est pêcheur et qui vit avec sa femme bien évidemment Bigouden que vous pouvez voir ici. Et ce pêcheur va donc partir en mer avec son matelot si je puis dire, il a un tout petit bateau et il va se retrouver face à un gros navire, il va être complètement perdu en mer, ça va être la panique. En parallèle de ça on a sa femme qui elle est bien évidemment attend son retour, est complètement désespérée et pense qu'il est mort en mer. En travers de cette histoire d'amour, grâce à la Bigouden, on va avoir beaucoup d'humour et j'ai beaucoup aimé ça parce que je suis bretonne, j'habite en Bretagne et il y a vraiment des traits qui ont été poussés au maximum, à la caricature limite, et bien moi ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça super frais, super drôle et ça allège un petit peu toute la bande dessinée qui, grâce au petit monsieur, au pêcheur, va parler de l'écologie. C'est une bande dessinée qui va réellement ouvrir les yeux sur l'impact que l'on a en tant qu'homme sur l'écologie, sur la mer, sur les océans principalement, mais aussi sur les oiseaux marins, sur les animaux en général. Et je pense que beaucoup de monde devrait lire cette bande dessinée. Simplement quand je me promène dans ma ville, on a un magnifique château, on a donc des douves et la rivière est jonchée de canettes, c'est dégueulasse. Et cette bande dessinée fait vraiment réagir face à tous les dangers que c'est et cet océan qu'on doit préserver pour demain, qu'on doit préserver pour les générations futures et simplement parce qu'on doit tellement à la nature, on doit tellement à la terre, pourquoi est-ce qu'on la gâche de cette manière? Et c'est amené d'une tellement belle et originale manière que voilà, je vous invite seulement à découvrir cette bande dessinée qui pour moi est à la limite du coup de cœur. Ça ouvre les yeux sur tellement de choses, sur tellement de sujets. Des petits gestes du quotidien peuvent avoir de grandes conséquences, autant positives que négatives. Faisons en sorte que ces conséquences soient au maximum positives que négatives. Je suis tellement émue que j'arrive plus à parler.
Voilà, et à côté de ça, comme je le disais, on a une très très belle histoire d'amour entre sa femme, cette bigoudaine qui aime lui faire des crêpes, et ce monsieur qui a un tout petit bateau qui est obligé de manger des sardines en boîte parce qu'il ne peut pas pêcher à cause des gros bateaux qui eux pêchent en masse, pêchent tous les poissons, enlèvent tous les poissons de l'océan, et donc lui, ce pêcheur, pour se nourrir, n'a plus que des sardines en boîte. Et voilà, je fermais cette parenthèse, mais c'est tellement vrai, malheureusement, et on peut encore changer les choses, donc faut faire en sorte de changer les choses. C'est vraiment une superbe bande dessinée que je vous recommande à 200% et qui selon moi n'est pas assez connue. On termine dans les bandes dessinées avec Femmes en résistance, le tome 3, c'est consacré à Bertie Albrecht, c'est paru aux éditions Casterman, c'est de Ulcer, Autière, La Boutique et Pollack. Femmes en résistance, je vous en parle depuis un petit moment déjà, donc je pense que vous savez maintenant, si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, de quoi parle cette saga de bande dessinée que j'aime énormément. Chaque tome est consacré à une femme qui a œuvré pour la résistance et qui n'est malheureusement pas assez connue, et les auteurs se donnent donc un petit peu une mission de nous faire découvrir chacune de ces femmes qui viennent de pays différents à chacun des tomes. Le premier tome était consacré à Amy Johnson, on était en Angleterre, pionnière de l'aviation. Le deuxième tome à Sophie Scholl, on est en Allemagne, résistance face au Troisième Reich d'Hitler, et le tome 3 est donc consacré à Bertie Albrecht, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, et on est en France comme vous pouvez le voir au drapeau. C'est une femme que je ne connaissais absolument pas, encore une fois, avant de découvrir cette bande dessinée, et je dis merci à cette bande dessinée de me faire découvrir tellement de femmes incroyables, de femmes admirables. Il faut savoir que après la Seconde Guerre mondiale, donc des médailles de compagnons de la libération ont été données à des personnes qui ont œuvré pour la libération, qui ont œuvré dans la résistance notamment. 1061 médailles ont été données et seulement 6 de ces 1061 personnes ayant reçu une médaille sont des femmes, parmi lesquelles Bertie Albrecht, qui malheureusement n'est vraiment pas assez connue. Elle a fait tellement de choses, elle aurait pu aller se réfugier à Londres, sa vie a été en danger tellement de fois, mais non, elle est restée pour continuer son combat, pour résister, et j'ai pas vraiment envie de vous en dire tellement sur cette femme, parce que moi j'ai aimé découvrir comme ça, au petit à petit, son histoire sans trop en savoir, faire des recherches complémentaires, en apprendre plus, et de toute manière je ne saurais que vous conseiller ce troisième tome, comme je vous conseille déjà depuis quelques temps maintenant, toute la saga Femmes en résistance, parce que je trouve que c'est des livres qui sont vraiment très complets, qui donnent envie d'approfondir le sujet, qui donnent envie d'en savoir plus, et encore une fois je dis merci aux auteurs parce qu'on découvre des femmes admirables, des femmes incroyables, et il serait vraiment dommage qu'elles restent sous silence, qu'on n'en sache pas plus sur elles. Ça fait partie du devoir de mémoire aussi de se rappeler ces personnes qui se sont battues pour les droits qu'on a aujourd'hui. Je pense notamment à Bertie Albrecht qui s'est battu pendant la Seconde Guerre mondiale dans la résistance, mais qui s'est aussi battue pour les droits de la femme. Elle a vécu en Angleterre notamment, et elle s'est aussi battue en France pour l'obtention du droit de vote, et ça aussi c'est quelque chose d'important. C'est un droit qu'on considère peut-être, nous, femmes, à l'heure actuelle comme acquis, mais il faut se rappeler que c'est pas si vieux que ça, qu'il y a pas si longtemps on ne pouvait pas voter, et si maintenant on peut voter, c'est grâce à des femmes comme Bertie Albrecht qui se sont battues pour que nous, aujourd'hui, on ait ce droit, et je pense que c'est important de ne pas l'oublier, donc c'est important de faire des livres, des bandes dessinées qui parlent de ces femmes pour qu'on puisse s'en souvenir. Donc je dis encore une fois merci aux auteurs, merci aux éditions Casterman, et si j'ai qu'une chose à vous dire, eh bien c'est d'aller découvrir les bandes dessinées Femmes en résistance, je pense que vous l'aurez compris. Comme je vous le dis, ces bandes dessinées, je les aime vraiment beaucoup, même si au niveau des graphismes, pour vous montrer quelques planches, je suis pas vraiment très fan. Dans le premier tome déjà j'avais un petit peu de mal parce que je trouvais que c'était un coup de crayon assez brouillon et que les personnages se ressemblaient tous, donc c'était assez perturbant. Je savais pas trop qui était qui petit à petit. Après il y a des personnages qu'on retrouve dans tous les tomes donc on s'y fait, mais vraiment rien que pour l'histoire, pour ce que ça nous apprend, ce que ça nous apporte, on oublie complètement le coup de crayon. À chaque fin de tome vous avez, je vais essayer de vous montrer rapidement pour pas vous spoiler, un petit fascicule documentaire comme ça qui revient vraiment de manière plus complète sur la vie de la personne dont on parle dans cette bande dessinée, et c'est limite le moment que je préfère de la bande dessinée, c'est en apprendre encore plus. Et après bien évidemment je vais sur internet, sur Wikipédia, voir ce qu'ils ont à la médiathèque comme livre sur ces personnages parce que ça me passionne vraiment beaucoup. Et c'est juste génial, j'ai hâte de lire le 4e et malheureusement dernier tome de Femmes en résistance, mais je le dis encore une fois, courez découvrir cette bande dessinée. J'en ai terminé pour les bandes dessinées, on va maintenant passer au manga et on va commencer avec Blue Spring Ride, le tome 3 de Iyo Sakisaka paru aux éditions
Kana. Blue Spring Ride, c'est un petit shoujo bien sympa, bien mignon comme je les aime. On suit Futaba qui est cette jeune fille qui, lorsqu'elle était au collège, était assez populaire parmi les garçons. Elle était belle naturellement, on va dire, ce qui agaçait un petit peu les filles et donc elle avait beaucoup de mal à se faire des amis filles puisque elle pensait qu'elle se jouait un petit peu pour attirer les garçons, etc. Donc à son entrée au lycée, elle a décidé d'être une complètement autre personne, de complètement changer radicalement, d'être à la limite du garçon manqué. Seulement au lycée, elle va tomber sur Ko, qui est son amour de collège, qui a changé de collège entre temps, donc elle l'avait pas revu depuis quelques temps. Mais elle a tellement changé et ils se sont quittés un petit peu sur un malentendu. Va-t-elle retomber amoureuse de Ko? Est-ce que Ko va tomber amoureuse de la nouvelle Futaba? Que va-t-il se passer? Va-t-elle réussir à se faire des amies filles en changeant complètement de look, en changeant complètement limite de personnalité? Ne vaut-il mieux parfois pas rester soi-même? Voilà, c'est toute l'histoire de Blue Spring Ride, je vous en dis pas plus. J'ai beaucoup aimé ce tome 3, même si on est vraiment dans le shoujo extrême, si je puis dire. Là, c'est l'histoire d'amour, parfois gnangnan cucu, hein, j'ose le dire. C'est vrai que même si c'est mignon, même si c'est frais, même si c'est sympa, que c'est le genre de livre que j'aime lire, c'est le genre de livre qui aurait vite tendance à m'agacer si je les lis à la suite. Malgré tout, je passe un très bon moment, c'est touchant, je me suis attachée au personnage. Mais dans ce tome 3, on a un petit triangle amoureux qui arrive. Les triangles amoureux, c'est pas franchement une chose qui me gêne énormément. Mais là, il y a des moments où ça m'a juste fait faire... Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire, ça m'a un petit peu exaspérée. Malgré tout, comme je le disais, ça se lit tout seul, c'est gourmand, j'ai envie de dire, c'est le petit truc qu'on lit entre deux lectures, ça passe tout seul. J'aime beaucoup les illustrations. Donc voilà, bien évidemment, je pense que je vais continuer Blue Spring Ride sans en attendre quelque chose d'énorme. On continue dans les suites de saga avec Emma, le tome 3 de Kaoru Mori paru aux éditions Kurokawa. Si vous vous souvenez bien, le premier tome d'Emma, ça avait été un petit vide pour ma part. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on dit autant de bien de cette saga? J'adhère pas complètement alors qu'on est en Angleterre au 19e, 18e il me semble. Période que j'adore, bien évidemment, qui est une chose que j'aime énormément. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'accroche pas à cette bande dessinée, à ce manga, alors qu'il regroupe toutes les choses que j'aime? Il regroupe de superbes dessins, une histoire assez intéressante. On suit le personnage d'Emma qui est domestique chez une ancienne gouvernante et cette ancienne gouvernante va petit à petit renouer avec l'enfant qu'elle a éduqué, si je puis dire, dont elle était la gouvernante. Et Emma va tomber amoureuse de ce monsieur, mais il y a un petit problème puisque comme elle est domestique et lui appartient à une classe sociale plus élevée dans cette société où les classes sociales étaient très importantes, est-ce que leur amour est vraiment possible? Voilà, le genre de speech qui, moi, tout de suite, je dis je veux, j'achète, je prends. Et ce premier tome, je trouvais qu'il se passait pas grand chose. Finalement, j'ai compris que c'était plus un tome introductif parce que j'avais beaucoup aimé le deuxième tome qui promettait de bonnes choses par la suite. Et ça n'a vraiment pas loupé parce que ce tome 3, il y a tellement de nouvelles choses qui arrivent, il arrive tellement de choses aux personnages auxquels je me suis attachée petit à petit au fil des tomes. Pour moi, Emma, c'est vraiment une série qui s'améliore petit à petit et je pense que du coup, le dernier tome doit être genre l'apothéose et j'ai hâte de voir ce que donne la suite, notamment au vu des derniers petits éléments qu'on apprend parce que c'est pas mal du tout, donc voilà, une série que je vais poursuivre avec grand plaisir. Ensuite, bien évidemment, comme toujours, je ne peux pas faire un update BD manga sans vous parler de mon avancée dans la série Yotsubae. J'en suis maintenant au tome 8, donc j'ai lu le tome 7, c'est de Kiyohiko Azuma, c'est paru aux éditions Kurokawa également, et voilà, Yotsubae, c'est toujours aussi bien, c'est de la tendresse, c'est drôle, c'est frais, c'est léger, c'est tellement vrai. En plus, on suit cette petite fille aux cheveux verts, Yotsuba, qui a environ 6 ans, il me semble. Et voilà, elle voit la vie avec ses yeux d'enfant. Elle vit tout un tas de péripéties d'enfant. Je pense que l'on peut se reconnaître et on reconnaît à la fois l'enfant qu'on a été en lisant ce manga, je pense, mais aussi les enfants qu'on connaît. Peut-être que vous connaissez des enfants dans votre entourage, que vous en côtoyez régulièrement. Et c'est tellement vrai, c'est tellement le genre de phrase qui sort de leur bouche, ce genre de phrase dont on se retient de ne pas rigoler, mais qui en même temps, quand on y réfléchit, est pleine de vérité. Et Yotsuba, elle est feel good. Yotsuba, elle vous remonte le moral comme pas possible. Yotsuba, elle devrait être prescrite en fait. Elle est tellement pleine de bonne humeur, vous avez un coup de mou, un coup de blues. Yotsuba, c'est sûr qu'elle va savoir gérer ça et c'est un bon moment garanti. Donc bien évidemment, je continue la série.
On continue très rapidement dans les avancées séries. J'ai lu le tome 7 et le tome 8 de Barakamon, c'est de Satsuki Yoshino et c'est paru aux éditions Kiyun. Un petit peu comme Yotsubae, on est dans une série complètement feel good, c'est la série qui remonte le moral, qui apporte du baume au cœur. Moi c'est l'une de mes séries chouchou et l'une de mes plus belles découvertes manga depuis le début de l'année, je dois l'avouer. Barakamon, on suit Maître Anda, il n'est pas sur les couvertures, mais c'est un maître calligraphe qui habitait donc à Tokyo, mais un jour il n'était pas très content lors d'une compétition de calligraphie et il a punché dans la tête le gars qui dirigeait l'exposition. Voilà. Donc ça n'a pas trop plu à ses parents qui ont dit que pour aller se calmer, ils vont l'envoyer sur l'île de Nanatsutake. Nanatsutake, oui voilà c'est ça. Ils vont l'envoyer sur cette petite île très rurale où les personnes vivent un petit peu à l'ancienne si je puis dire, mais où tout le village est vraiment très soudé et Maître Anda va apprendre une vie complètement différente, notamment grâce aux enfants du village qui, un petit peu comme dans Yotsubae, sont pleins de vérité, sont des enfants en fait qui agissent comme des enfants et qui vont lui apprendre beaucoup de choses sur lui-même. Petit à petit on découvre tout le village, on découvre de nouvelles coutumes et moi c'est un manga que je trouve à la fois plein d'humour bien évidemment, feel good comme je l'ai dit, mais aussi plein de tendresse. Et vraiment il y a des moments où mon petit cœur fondait et dans ce tome 8 il arrive un événement de la vie courante qui arrive assez régulièrement, même si bien évidemment on espère toujours qu'il arrivera le plus tard possible. Et j'avoue que les larmes ont coulé sur mon visage, c'était pas des sanglots énormes ou quoi que ce soit, mais c'était en même temps drôle et en même temps tellement beau. Voilà, ça m'a vraiment fait quelque chose et c'est un manga qui a été adapté en animé, donc je pense que je vais tous les lire avant et ensuite je me plongerai avec grand plaisir dans l'animé. C'est une série qui n'est pas terminée, donc ensuite j'attendrai bien évidemment avec un plaisir immense la suite. Si vous aimez Yotsubae, vraiment je vous recommande de vous plonger dans Barakamon et je pense pas connaître des gens à qui Barakamon ne plairait pas parce que c'est tellement bien en fait, c'est génial. Et j'aime toujours ce genre de livre où deux mondes se rencontrent, un petit peu le monde de la ville et le monde de la campagne, si je puis dire, des mondes en apparence complètement différents. Mais on peut, une personne de la campagne peut très bien apprendre une personne de la ville, et une personne de la ville a aussi beaucoup de choses à apprendre des personnes de la campagne. Et c'est tellement frais, les personnages sont tellement géniaux, et c'est tellement drôle, et voilà, puis ces deux tomes, j'ai trouvé vraiment, comme je le disais, plein de tendresse, d'émotion, de douceur aussi. Et c'est top. On poursuit toujours dans les mangas avec Shizakobe, pardon, le premier tome c'est du Minetaro Mochizuki, c'est paru aux éditions du Lézard Noir. Alors si je me suis plongée dans ce premier tome, c'est grâce ou à cause de Hajar de la chaîne Hajar Reed, qui est vraiment une grande tentatrice. Je vous invite à aller voir sa chaîne si vous ne connaissez pas, mais elle me tente presque à chaque fois qu'elle parle d'un livre, même si c'est des genres que je ne lis habituellement pas, et je sais que Shizakobe c'est un manga qu'elle aime beaucoup, donc bien évidemment quand je l'ai vu à la médiathèque, ben, je me suis dit qu'il fallait que je tente aussi quoi. Il faut savoir que c'est une adaptation en manga d'un roman de Shugoro Yamamoto, qui se passe pas du tout à notre époque actuelle, mais l'auteur de ce manga, donc Minetaro Mochizuki, a décidé de le centrer dans notre époque actuelle, peut-être pour qu'on s'y identifie plus. Et c'est pari réussi, j'aime vraiment beaucoup ce premier tome, même si je trouve que c'est un tome qui est vraiment très introductif, puisque finalement à la fin de ce premier tome, on ne sait toujours pas vraiment qui est Shizakobe, je vais y arriver et je pense qu'on va le découvrir dans les autres tomes, donc tout ça m'intrigue. J'ai bien aimé ce premier tome, même si comme je le disais je pense que c'est un tome qui est avant tout introductif à ce qui va se passer par la suite. Pour essayer de vous résumer du mieux que je peux Shizakobe, on suit ce monsieur qui vient d'une famille de maîtres charpentiers en fait, donc il fabrique des maisons, des temples, tout un tas de choses en bois. Lui il vient de terminer ses études, il vient de finir un tour du monde et donc il est voué à prendre la succession de ses parents à la fabrication, donc la société de menuiserie. Je vais vraiment y arriver, je vous assure. Malheureusement ses parents vont périr dans un incendie qui va ravager une grande partie du village et donc il va devoir prendre la succession un petit peu plus rapidement que prévu. Et cette fille va venir chez lui pour l'aider un petit peu avec le ménage, avec les travaux, etc. Seulement elle a amené avec elle 5, il me semble, orphelins qui ne sont pas très gentils, pas très sages on va dire, puisque l'orphelinat a lui aussi brûlé et donc elle les a pris un petit peu sous son aile. Si ce monsieur a retenu quelque chose de l'enseignement de ses parents, c'est l'humanité avant tout et il va donc accepter de garder ses orphelins chez lui
en contrepartie d'une de ses amies qui va venir leur donner des leçons puisqu'elle a un diplôme d'institutrice. Et c'est toute cette petite vie, je pense, que l'on va suivre dans les prochains tomes. En tous les cas, c'est vraiment cet univers, cette histoire qui se met en place dans ce premier tome et j'ai passé un assez bon moment. Ça m'intrigue, donc je pense que je vais continuer. En plus, j'aime beaucoup les dessins. Voilà, mais je trouve ce format de manga un petit peu plus grand qu'un format de manga classique comme ça, assez... mettre ça dans le bon sens, assez agréable à lire. Je trouve ça change un petit peu, c'est sympa. Et on termine avec, pas des moindres, elle s'appelait Tomoji de Jiro Taniguchi, paru aux éditions Rue de Sèvres. Alors je l'ai mis avec les mangas, mais comme vous pouvez le voir, il se lit dans un ordre, tout ce qui est de plus classique, plutôt... de lecture comme une bande dessinée si vous voulez. Si j'ai emprunté ce manga bande dessinée, c'est parce qu'il a été fait par Jiro Taniguchi. Je pense que vous avez probablement entendu parler de Jiro Taniguchi. Il est notamment connu pour Journal de mon père et c'est un illustrateur qui apparemment, maintenant je peux dire que oui, hein, a un grand talent de dessin, de scénariste et qui a un succès énorme. Malheureusement, il est décédé il n'y a pas très longtemps et même si j'avais lu aucune de ses œuvres, et bien son décès m'avait quand même beaucoup touchée et je me suis dit que j'avais quand même envie de partir à sa découverte. Donc je suis allée à la médiathèque, je suis allée à Taniguchi, j'ai pris le premier livre qui m'est tombé sous la main et c'était Elle s'appelait Tomoji. Elle s'appelait Tomoji, c'est une œuvre qui a été demandée à Jiro Taniguchi par un temple, il me semble. En fait, Tomoji a créé un temple et les personnes qui gèrent ce temple voulaient raconter un petit peu son histoire et notamment la création de ce temple. Mais ils se sont dit que les personnes maintenant lisent plus vraiment des livres classiques, donc écrits normalement avec des lettres sans images ni rien, et ont donc demandé à Jiro Taniguchi s'il pouvait faire une bande dessinée racontant l'histoire de Tomoji, parce que peut-être que ça intéresserait plus les gens qu'une simple histoire avec des lettres. Je vais essayer d'expliquer ça comme je peux et Jiro Taniguchi a dit oui, mais lui trouvait plus intéressant de parler de la vie de Tomoji avant la création du temple. Et on va donc découvrir cette femme qui vit au début du XXe siècle, les années 1917-1918, qui a eu une vie qui est loin d'être simple. C'est une histoire pleine de poésie, pleine de douceur aussi je trouve, mais qui en même temps est la vie, puisque Tomoji a vraiment existé et ça m'a vraiment beaucoup touchée, notamment des passages de sa vie qui moi m'ont serré le cœur. J'ai eu des petites larmes aux yeux, je dois l'avouer, et voilà, en plus j'ai découvert les illustrations de Jiro Taniguchi et je peux dire qu'il a vraiment un talent incroyable et une chose est sûre, c'est que je vais découvrir toutes ses œuvres, notamment Journal de mon père qui est l'une de ses plus connues je pense. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est donc déjà, vous voyez, ça c'est entre les chapitres, donc on passe d'un moment de sa vie à un autre. Mais chaque début de chapitre est en couleur pour ensuite repasser en noir et blanc et regardez-moi ça. C'est quand même juste magnifique. Encore une fois, avec cette bande dessinée, on est plongé dans le Japon très rural et c'est une chose que j'aime beaucoup. On découvre ce genre de village où tout le monde s'entraide, où tout le monde se connaît et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Comme je le disais, d'autant plus que c'est une histoire vraie. Et c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée. C'est pas le plus connu de Jiro Taniguchi, mais si jamais vous tombez dessus par hasard en médiathèque, en librairie ou quoi, je vous conseille ne serait-ce que de le feuilleter pour voir un petit peu ce que ça donne. En tous les cas, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et voilà, c'était le dernier livre que j'avais à vous présenter. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu. En tous les cas, moi ça m'a fait super plaisir comme d'habitude de vous la tourner. Et ça me fait super plaisir de me remettre à ce genre, les bandes dessinées, les mangas. Parce que c'est vrai que quand on lit des romans, peut-être un sujet un petit peu lourd sur la Seconde Guerre mondiale ou des choses comme ça, ou même simplement un classique ou entre deux romans, on a parfois envie de faire une petite pause. Et je trouve que les bandes dessinées, les mangas, c'est un assez bon compromis parce que ça se lit assez rapidement. Et comme vous avez pu le voir, parfois on peut faire de très belles découvertes et j'ai hâte de découvrir un petit peu plus de ce genre. Maintenant je pense que je ne vais plus le lâcher. Il y a eu tellement d'années pendant lesquelles j'ai arrêté de lire des bandes dessinées et des mangas que maintenant j'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses à rattraper et j'ai hâte de rattraper tout ce retard. J'ai hâte de partir à la découverte de la vaste étendue que proposent aussi bien les mangas que les bandes dessinées et bien sûr j'ai hâte de repartager ça avec vous dans une prochaine vidéo update BD et manga. En attendant la prochaine vidéo samedi prochain, comme d'habitude je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite une excellente journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Prenez grand soin de vous bien évidemment, passez de très belles lectures et à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!